Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Tout récemment, les études sur la guerre froide ont connu une profonde évolution qui a placé le système d'interaction et d'interdépendance dans une perspective à long terme. Au cours des dernières années, de nouvelles recherches ont été développées et de nouveaux points de vue adoptés. Les chercheurs se sont éloignés de la perspective strictement euro-atlantique et ont étendu leur domaine de recherche. En partant de leur objet traditionnel, l'histoire politico-diplomatique, et en arrivant à une plus vaste gamme d'approches concernant l'histoire culturelle, sociale, des droits humains, des médias, économiques et culturels. C'est avant tout le choix des curateurs de la Cambridge History on the Cold War. Cependant, ce cadre a suscité des doutes sur le danger de délayer le sujet dans un domaine trop vaste. C'est pourquoi les études sur la guerre froide, comme l'a signalé Holger Nering, ont perdu un objet d'enquête clair et une conceptualisation précise de ce qui constitue leur sujet. Dans ce cadre, le noyau de la guerre froide reste cependant celui des connexions entre la politique internationale et la politique intérieure. La confrontation Est-Ouest ne se limitait pas à orienter les choix en politique étrangère, mais conditionnait fortement la vie politique intérieure de chacun de ces pays. C'était un fait évident, acquis par les observateurs et par les chercheurs. Pourtant, malgré ce consensus apparent, l'étude de l'enchevêtrement entre politique intérieure et politique internationale a été pendant longtemps un des nœuds irrésolus des recherches historiques, principalement en Italie. Les études semblaient se développer selon des voies parallèles. Les synthèses sur l'histoire nationale, qu'il s'agisse d'ouvrages de vulgarisation ou d'ouvrages s'adressant à un public spécialisé avec une documentation plus riche, laissaient bien peu d'espace à la politique internationale, en la plaçant substantiellement au second plan par rapport aux événements intérieurs. D'autre part, les études de politique étrangère s'inséraient dans la tradition de l'histoire des traités et des relations entre États, renvoyant les aspects intérieurs au second plan. Il s'agit là d'une attitude répandue aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Puis, dans les années 80, les premiers approfondissements qui montraient les relations entre choix intérieurs et pression internationale furent publiés en Italie. Mais, pour reprendre les mots d'un chercheur réputé en relations internationales, beaucoup de ces travaux étaient encore influencés par une approche traditionnelle de l'histoire diplomatique. Les problèmes, dérivant de cette vision, étaient surtout sensibles dans des pays comme la France et l'Italie où la présence des partis communistes avait été forte et où l'influence des contraintes internationales sur les événements de politique intérieure était donc plus évidente. Le cas italien en particulier avait déjà, depuis la fin des années 40, les caractéristiques qui, d'ici peu, le rendraient emblématique. Sur le plan interne, des partis dotés d'une forte organisation territoriale s'étaient rapidement imposés, capables d'interpréter et de canaliser les mouvements de la société. Cela augmentait le succès électoral et le poids politique de forces dotées de solides structures organisationnelles. La démocratie chrétienne et le Parti communiste qui parvint de cette façon à devenir le premier parti de gauche. Sur le plan international, la guerre froide imposait ses contraintes en excluant que des partis, liés directement ou indirectement à Moscou, puissent participer au gouvernement de pays membres de la sphère d'influence américaine, accédant aux secrets militaires et diplomatiques de l'Occident. L'action conjointe de ces facteurs produisait la dynamique spécifique d'un système politique qui n'était pas caractérisé, comme dans de nombreux autres pays européens, par l'alternance entre une coalition de centre-droit, guidée par la DC, et une coalition de gauche, guidée par un parti socialiste réformiste, mais par l'opposition entre les forces légitimes pour gouverner et des partis considérés anti-système, comme le PCI, car incompatibles avec le contexte des alliances internationales. L'une des caractéristiques les plus importantes du système impliquait donc le Parti socialiste. La coalition de gauche n'avait pas comme représentant principal un puissant parti socialiste réformateur, lié à l'Occident et comme tel, légitime pour gouverner, mais plutôt un puissant parti communiste, lié à l'URSS et par conséquent exclu du gouvernement. De plus, pendant une longue partie de son histoire, le PSI ne choisit pas le système occidental, comme le faisaient les autres partis socialistes européens, mais plutôt l'alliance avec le PCI et l'alignement philo-soviétique. Ces rapports de force à gauche et cette dynamique du système politique ont conduit à parler du Parti socialiste italien,
en termes d'une anomalie typique de l'Italie. En réalité, la présence d'un parti socialiste plus faible que le Parti communiste, ayant un rapport problématique avec les responsabilités gouvernementales, a été l'un des facteurs qui a également caractérisé la France pendant de nombreuses années. Ce n'est pas un hasard si, dans ces deux pays, les historiens ont longuement débattu sur les caractéristiques des forces socialistes respectives dans des analyses qui se concentraient essentiellement sur les aspects idéologiques ou sur le choix des sommets. Certains auteurs comme Bergogneau et Grunberg tentent toutefois à redimensionner les différences politico-idéologiques des deux partis et, ainsi faisant, reviennent sur l'aspect qui semble central, les divergences dans les choix de politique internationale et dans le lien avec le communisme. Ces choix étaient-ils seulement le fruit d'options idéologiques des dirigeants ? Et de quelle façon interagirent-ils avec les événements plus vastes de la guerre froide ? Récemment, l'historiographie des partis politiques et des rapports internationaux a été profondément renouvelée, offrant ainsi des instruments d'enquête et d'analyse plus raffinés et plus sophistiqués. L'histoire politique a depuis longtemps abandonné l'approche qui poussait à analyser essentiellement les choix des dirigeants, pour s'intéresser à l'aspect organisationnel et associatif des partis vus comme des communautés complexes où les fidélités idéales des adhérents et les intérêts matériels de l'appareil bureaucratique interagissaient et conditionnaient les choix politiques des dirigeants. Pendant ce temps, l'histoire de la guerre froide et des relations internationales a progressivement élargi son champ d'analyse, impliquant des historiens de sensibilité plus économique, des spécialistes qui ont étudié la complexité des rapports bilatéraux, des chercheurs qui se sont intéressés à l'intégration européenne. Ce double renouvellement a ouvert de nouveaux horizons de recherche pour étudier le socialisme italien dans sa dimension supranationale et dans ses liens avec les partis socialistes européens, au cours des 20 années cruciales, allant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la moitié des années 60. Pour les premières années 50, l'existence de l'excellente recherche de Giovanni Sirocco permet d'attirer l'attention sur la période qui suit la fin de la première phase de la guerre froide et qui marque le rapprochement du PSI des partis de gouvernement. Il s'agit d'un tournant crucial. Sur le plan intérieur, cela correspond à la grande transformation de la société due au miracle économique et au passage à la nouvelle forme de gouvernement du centre-gauche. Sur le plan international, cela coïncide avec la création de la Communauté économique européenne, la déstalinisation, la décolonisation, les difficultés de la 4e République française avec l'implication directe du leader socialiste Guy Mollet jusqu'à l'avènement de la 5e République, le passage aux États-Unis de l'administration d'Eisenhower à l'administration Kennedy. Étant donné la complexité de l'imbrication d'innombrables facteurs, cette époque de l'histoire du PSI et de la politique italienne se développa sur deux niveaux au moyen de deux triangulations. La première concernait le rapport entre politique intérieure et politique internationale, et impliquait le parti italien, l'Internationale socialiste, surtout avec les partis socialistes européens, mais aussi le gouvernement américain. La deuxième concernait la politique intérieure et impliquait la base du parti, le corps organisationnel des militants et des permanents, et enfin les dirigeants dans leur rapport avec la base et dans leur relation avec les autres partis. En politique internationale, le gouvernement des États-Unis et les partis de l'Internationale socialiste étaient en effet partagés entre le désir d'encourager le tournant et la méfiance envers un parti allié aux communistes pendant tant d'années. En politique intérieure, le PSI devait revoir le cadre de ses alliances et par conséquent les équilibres internes à son organisation, parce que les dirigeants devaient convaincre une base militante et un appareil bureaucratique très divisé sur les choix politiques, ainsi que des interlocuteurs et des alliés potentiels, eux-mêmes sceptiques et méfiants. Ce tournant a été étudié en privilégiant souvent un des angles de vue. La référence demeure l'excellent travail, très bien documenté, de Leopoldo Nuti qui, tout en consacrant de nombreuses pages à l'implication de l'international et des principaux partis européens, met l'accent sur les rapports entre Washington et Rome. Ilaria Favretto a consacré 2 essais au point de vue britannique. Umberto Gentiloni a étudié l'effet de l'administration Kennedy sur les équilibres politiques italiens. Simona Colarizzi s'est focalisée sur les rapports entre le PSI et l'Internationale socialiste,
privilégiant le côté strictement politico-idéologique. Enfin, pour les événements du PSI, concernant le tournant qui conduisit au centre-gauche, on trouve l'étude de Gianluca Scrocchio qui se concentre plutôt sur les dynamiques internes et laisse en arrière-plan les facteurs internationaux. En analysant ce réseau complexe de rapports, ce livre vise une double originalité. La première consiste à mettre en exergue et à expliquer les dynamiques qui caractérisaient chaque triangulation. La deuxième s'efforce de mettre en évidence les modalités avec lesquelles elles interagissent et se conditionnent réciproquement. Le but est d'examiner de quelle façon les choix et les contraintes de la politique internationale intervenaient pour conditionner les débats dans les cercles et dans les sections, parmi les militants de base et les permanents. Et dans la direction opposée, de comprendre de quelle façon les dynamiques organisationnelles internes interagissaient avec les choix de politique étrangère, en accélérant ou en ralentissant les évolutions. D'un côté, l'objectif est donc de saisir et d'expliquer les moyens et les méthodes par lesquels les deux puissances USA et URSS étendirent leur confrontation-affrontement jusqu'en Italie. Et étant donné que le PSI est le protagoniste de l'histoire, il s'agit de comprendre comment les partis socialistes européens et l'international agissaient, tout en cherchant à résoudre une difficile équation. Défendre les intérêts de l'Occident contre l'URSS, mais gagner des espaces d'autonomie, en se soustrayant au conditionnement trop direct des États-Unis. Le gouvernement américain et l'international socialiste constituaient en effet des réalités tout sauf compactes et monolithiques. Au contraire, elles étaient traversées par de fortes tensions internes et par des poussées parfois contradictoires. À Washington, il y avait des différences souvent notables entre les habitudes politiques du président et les orientations de la bureaucratie du département d'État et du corps diplomatique des ambassades. En Europe, les intérêts des partis socialistes s'avéraient souvent divergents et parfois en compétition entre eux. Le Labour cherchait à maintenir sa position dominante contestée cependant par une SFIO qui résistait au déclin, et par un SPD émerge qui, après des années d'éclipse, retrouvait rapidement une position de premier plan. D'un autre côté, cette étude cherche à identifier les modalités avec lesquelles l'évolution de la guerre froide modifia le contexte dans lequel évoluaient les partis italiens, en particulier le PSI, niant l'idée d'une politique italienne totalement dirigée de l'extérieur, mais plutôt en mettant en évidence le rôle que les Italiens jouaient au cas par cas. Un parti de masse comme le PSI était une communauté avec ses propres logiques internes de fonctionnement, où agissaient des mythes, des références idéologiques et des intérêts matériels. Les virages décisifs du sommet risquaient d'être ralentis, voire bloqués par les adhérents et les permanents. Il fallait donc mettre en œuvre un patient travail de persuasion. De plus, les exigences de la bureaucratie du parti posaient le pressant, bien qu'inavouable, problème des financements. Ainsi, jouaient des dynamiques à plusieurs niveaux où les rapports internationaux entre les partis européens, les gouvernements et les diplomaties s'entremêlaient à des facteurs internes et organisationnels. Mettre en lumière les interactions entre ces multiples niveaux est l'objectif fondamental du livre. Une recherche de ce genre est devenue possible grâce à la disponibilité croissante des fonds d'archives. Pour les dynamiques de politique étrangère, on dispose des fonds de l'Internationale socialiste à Amsterdam, auxquels s'ajoutent les fonds de parti. La documentation du Parti socialiste français est conservée à l'Office universitaire de recherche socialiste, où l'on peut aussi consulter les riches archives du secrétaire Guy Mollet. Pour le Parti travailliste, qui jouait un rôle de premier plan dans l'Internationale, il y a les archives déposées au Labour History and Archive Study Center de Manchester. Il faut aussi ajouter les documents de son leader Gaskell, conservés à l'UCL à Londres. La documentation des partis doit être complétée par celle des gouvernements et des chancelleries. En particulier celle des ambassades britanniques et américaines à Rome, dont les documents sont conservés respectivement à la National Archive de Londres et à la National Archive and Record Administration de Washington, où l'on peut aussi consulter les rapports du département d'État et ceux pour le président. Pour l'administration Kennedy, il faut ajouter la documentation conservée à la John Fitzgerald Kennedy Presidential Library. Pour les dynamiques italiennes, il existe aussi bien les fonds des organes de gouvernement que les fonds privés.
Les rapports des préfets envoyés au ministère de l'Intérieur et conservés à l'Archivio Centrale dello Stato de Rome demeurent une source primordiale pour suivre l'ordre public et les événements des partis. Pour le PSI, il faut ajouter des fonds d'archives différents et parfois un peu dispersés. Tout d'abord les archives officielles du parti, consultables à la Fondazione Turati de Florence où l'ensemble complet des circulaires se révèle être très utile pour reconstruire les logiques organisationnelles. Il faut ajouter les très riches archives privées du secrétaire Pietro Nenni, conservées à la fondation du même nom, à Rome, à laquelle on associe les archives analogues de Lelio Basso. Dans les deux cas, les correspondances, en plus de mettre en évidence les rapports entre les dirigeants, rassemblent une grande quantité de lettres de simples adhérents et de permanents intermédiaires, fondamentales pour reconstruire les multiples requêtes contrastées qui provenaient de la base et interagissaient avec les décisions du sommet. Pour finir, un regard sur les archives du PCI se révèle être très utile. En effet, la direction communiste suivait avec beaucoup d'attention les activités de son ex-allié et les développements qui le conduisaient vers le centre-gauche. Grâce à cet important volume de documents, nous avons effectué une reconstruction très minutieuse de chaque événement particulier dont la description n'est pas une fin en soi, mais est au service de multiples propositions interprétatives et explicatives. L'étude du PSI, dans le contexte international, aspire ainsi à mettre en lumière un aspect spécifique de la guerre froide et un système de rapport et d'interdépendance selon lequel se développait l'action de ces acteurs. Notre espoir est d'offrir une réponse à certaines questions, et surtout de suggérer de nouvelles hypothèses de travail et de relancer le débat sur le sujet. Chapitre 1 Prologue. Guerre froide et dégel. De l'espoir à la rupture de la guerre froide. En 1945, un fort espoir de renaissance et de changement parcourait l'Europe. Les partis socialistes en profitèrent aussi. Ils obtinrent de bons résultats aux élections, avec comme point fort la victoire des travaillistes de Clément Attlee aux élections générales britanniques de juillet. Dans ce contexte d'optimisme, se posa la question de reconstituer l'internationale socialiste qui s'était écroulée sous les coups de la guerre mondiale. Un premier pas dans cette direction avait déjà été fait à la conférence de Londres, du 3 au 5 mars 1945, pendant laquelle de graves points de désaccord étaient apparus entre les participants. Un premier désaccord était d'ordre organisationnel, et il divisait ceux qui, comme les socialistes français et belges, visaient une organisation avec des règles contraignantes, et ceux qui, comme les travaillistes britanniques, tendaient vers un centre de coordination et d'information qui laissait une grande autonomie à chaque parti. Mais, le plus grand désaccord était politique et divisait schématiquement les partis socialistes en trois grands groupes. Le groupe social-démocrate et nordique, formé par les travaillistes britanniques et les Scandinaves forts de leur expérience gouvernementale, caractérisé par une orientation idéologique très pragmatique et sceptique au sujet de l'alliance avec les communistes, le groupe des socialistes européens, dont les plus influents du moment étaient les Français de la SFIO, caractérisé par une orientation idéologique riche de références classiques au marxisme et ouvert à des alliances avec les communistes pour des objectifs spécifiques et limités. Pour finir, un groupe de socialistes de gauche, comprenant les partis de l'Europe de l'Est et les Italiens du PSIUP, avec une orientation idéologique plus radicale et favorable à une alliance stable avec les communistes. Le lien avec les communistes devint bien vite l'un des points les plus controversés. Les pays les plus touchés par cette controverse étaient surtout ceux où le communisme était le plus fort, la France et l'Italie. En France, le leader de la SFIO, Léon Blum, remporta le congrès d'août 1945 sur une ligne qui admettait l'unité d'action avec les communistes, mais excluait l'unité organique et stratégique. Il s'agissait d'une décision peu concluante car lors des élections successives, le 21 octobre 1945, le PCF atteignit la première place avec 26,3% des voix alors que la SFIO en obtint 23,4%. Ensemble, les deux partis avaient la majorité absolue des sièges. Par conséquent, ils faisaient augmenter aussi bien les pressions pour une alliance organique que les craintes des socialistes d'être submergés par des communistes plus forts. En Italie, au PSIUP, la question du rapport avec les communistes était à l'origine de fractures plus profondes. Le leader Pietro Nenni visait un double objectif. Sur le plan social,
Atteindre l'unité de classe du prolétariat qui devait être suivie sur le plan politique par l'unité d'action entre les deux partis de la classe ouvrière, le PSIUP et le PCI. Mais la direction du parti lui était disputée par Giuseppe Saragat, héritier de la tradition réformiste de Turati qui considérait l'alliance avec le PCI comme une solution tactique utile pour la lutte contre le fascisme. Pour compliquer le contexte, intervenait un troisième groupe de gauche au sein duquel émergeait la personnalité de Lelio Basso dont l'objectif était de surmonter la scission qui, en 1921, avait divisé les socialistes et les communistes pour arriver au parti unique de la classe ouvrière. Un but très ambitieux pour lequel Basso avait fondé spécialement le Movimento di Unità Proletaria, MUP, en français Mouvement d'unité prolétaire. Et c'est justement à cause de la fusion entre le PSI et le MUP qu'on assista à un petit changement de nom, PSIUP. Le lien avec le PCI n'était pas seulement une question de politique intérieure, car la fidélité des communistes à l'URSS faisait peser sur eux l'hypothèque de l'évolution du système soviétique et des relations internationales. Nenni était convaincu qu'une fois disparues les conditions intérieures et extérieures qui avaient rendu nécessaire la dictature de fer de Staline, l'URSS se serait démocratisée, permettant ainsi deux résultats. Sur le plan international, la grande alliance antifasciste entre États-Unis, URSS et Grande-Bretagne continuerait, et sur le plan intérieur, il serait possible de consolider l'unité stratégique entre socialistes et communistes. La victoire du Parti travailliste, en juillet 1945, confirma le secrétaire socialiste dans l'espoir que Londres se ferait médiateur entre Washington et Moscou, en construisant un nouveau futur sous l'étendard du socialisme. Mais les faits commencèrent tout de suite à démentir cet optimisme. Dès la conférence de Potsdam, en juillet 1945, le gouvernement travailliste d'Attlee et son ministre des Affaires étrangères, Ernest Bevin, avaient défendu avec énergie les intérêts britanniques contre les soviétiques. Par conséquent, lorsqu'en janvier 1946, Nenni rencontra Bevin, rapidement entre les deux hommes politiques se dressa un mur d'incompréhension réciproque. On commença à rencontrer des problèmes en mai 1946. Le Parti travailliste était occupé à préserver le rôle de la Grande-Bretagne en tant que grande puissance mondiale, dans un contexte en rapide évolution. Par conséquent, afin de conserver un rôle de premier plan en Europe, il encouragea une nouvelle conférence des partis socialistes en mai 1946 à Clacton-on-Sea. La question de l'organisation y fut affrontée, formant un organisme de coordination et d'information, le Socialist International Liaison Office, SILO, sous la responsabilité administrative du Parti travailliste. En revanche, les questions politiques furent renvoyées. Si le gouvernement d'Attlee avait clairement manifesté sa méfiance à l'égard de l'URSS, il serait trompeur de conclure que la direction du Parti travailliste était complètement alignée au gouvernement et dépourvue d'autonomie. Par conséquent, face aux choix très différents des partis participants, le problème du rapport avec les communistes fut à peine abordé. Un choix confirmé en novembre 1946 lors de la conférence, tenue à Bournemouth, où la discussion fut monopolisée par le problème de l'admission des Allemands du SPD, souhaité par les Britanniques, mais fortement contesté par les socialistes polonais qui n'hésitèrent pas à qualifier la présence des Allemands comme une offense à la Russie soviétique. C'était le signal que les tensions de la guerre froide, gagnant progressivement en intensité, finissaient par se superposer aux autres dynamiques politiques en les conditionnant fortement. Mais en Italie, Nenni, sur la vague du succès de la République au référendum institutionnel du 2 juin 1946 et de l'excellent résultat du PSIUP à l'Assemblée constituante, 20% des voix, continuait à sous-estimer le problème. La rencontre à Rome du 16 août 1946 avec le ministre plénipotentiaire français Ballet fut très significative. Nenni lui expliqua que l'Italie n'entendait pas faire un choix exclusif face à la pression des deux puissances émergentes car elle voulait rester indépendante, comme la France, entre les deux blocs. Mais, la réalité allait prendre le dessus sur ses prédictions optimistes. Des mois auparavant, Churchill avait prononcé son célèbre discours sur le rideau de fer. En France, la SFIO souffrait toujours plus de la concurrence du PCF. Après les élections de juin 1946, perdant 19 sièges, elle n'était plus que la troisième force politique du pays, après les communistes et les gaullistes,
et avait fait face à une grave crise interne résolue par l'élection comme secrétaire d'un homme destiné à marquer l'histoire du parti, Guy Mollet. Le durcissement de la guerre froide, en dépit des prévisions de Nenni, eut les effets les plus dévastateurs justement en Italie, parce que l'union des partis antifascistes reflétait sur le plan interne l'alliance internationale anti-nazie des puissances victorieuses. Et le PSIUP se trouvait dans la situation la plus délicate, à cause de sa position charnière entre les forces politiques. En effet, les tensions internationales contribuèrent à détériorer les rapports entre le PCI et la DC, contraignant les socialistes à faire un choix difficile de coalition. Le résultat décevant des élections municipales, en novembre 1946, activa un cercle vicieux de contrastes et de poussées centrifuges suffisamment graves pour conduire à la scission de 1947. Désormais, il y avait deux partis. Le PSI de Nenni, toujours plus tourné vers une alliance avec le PCI, et le Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, PSLI, en français Parti socialiste des travailleurs italiens de Saragat. Alors que dans le reste de l'Europe les communistes et les socialistes se divisaient le long de la frontière de la guerre froide, les infidèles à l'URSS, les autres choisissant le bloc occidental, en Italie, on assista à un choix inverse. La majorité des adhérents socialistes vota pour la motion de Nenni en faveur de l'alliance avec le PCI. Le fort antagonisme présent dans les masses populaires, l'opposition frontale avec l'ordre bourgeois, la solidarité instinctive avec les camarades communistes, qui souvent étaient des amis ou des collègues de travail, auxquels s'ajoutait le rêve de la révolution et le mythe de l'URSS vainqueur de la guerre étaient les différents facteurs qui, en s'accumulant, avaient donné ce résultat. Les impulsions depuis la base avaient donc renforcé la ligne choisie au sommet par Nenni et Basso. Cette interaction entre le sommet et la base poussa donc le Parti socialiste sur une voie souvent différente des voies empruntées par les autres partis européens. Comment le silo et surtout le Parti travailliste allaient-ils réagir ? Lors d'une réunion de son comité consultatif à Londres, le silo aborda la scission socialiste de façon générique et dilatoire, renvoyant la discussion plus approfondie au congrès prévu en juin à Zurich. Par conséquent, au cours des semaines suivantes on multiplia les contacts pour arriver à la conférence en position de force. Le cas italien tournait autour d'une simple question. Le Labour et le silo soutiendraient-ils le PSLI ? Il semblait y avoir toutes les prémices à cause des affinités politico-idéologiques entre d'un côté le réformisme et l'anticommunisme de Saragat, et de l'autre l'action réformatrice d'Attli et la méfiance de Bevin à l'égard de l'URSS. Mais bien au contraire, au début les rapports entre le PSLI et le Labour ne furent pas bons, parce qu'à Londres on craignait que le parti scissioniste ait de faibles racines parmi les travailleurs et dans la société. Entre-temps, l'organe de presse du PSI accueillait de nombreux articles des représentants de la gauche travailliste comme Harold Laski. Pour finir, le socialiste belge Victor Larocque écrivit un rapport préparatoire pour la conférence de Zurich dans lequel il prenait fondamentalement parti pour le PSI et blâmait les interventions financières externes, surtout américaines, qui selon lui avaient favorisé la scission. Pendant ce temps, la situation internationale empirait. La conférence du silo ouvrit ses travaux à Zurich le 6 juin, 2 mois et demi après que Truman avait exposé sa ligne de confinement du communisme, quelques semaines après l'échec des gouvernements d'unité nationale en France avec la sortie des communistes de l'exécutif, et en Italie, après le départ du PCI et du PSI du gouvernement, puis enfin, le lendemain du discours durant lequel le secrétaire d'État, Marshall, avait lancé son plan. Il ne semblait pas qu'il puisse y avoir de pire contexte pour le PSI. Et en effet, la conférence allait décider d'envoyer une délégation en Italie pour tenter une médiation en faveur du PSLI, lorsque Nenni intervint, et grâce au double effet de ses talents d'orateur et de l'appui du Labour, il parvint à renverser la situation et à obtenir le soutien du silo. Au moment où il prenait un mauvais coup en Italie, avec son exclusion du gouvernement, Nenni réussissait ainsi à obtenir un important succès international avec le vote décisif du Parti travailliste et de la SFIO. À Londres, on espérait en effet que des personnalités plus modérées comme Ivan Matteo Lombardo ou Ignazio Silone l'emportent au PSI, et on voulait par conséquent éviter des ruptures traumatisantes. D'autre part, à Transport House, siège du Parti travailliste,
On n'avait aucune confiance en l'avenir du PSLI ni en celui de Saragat qui était qualifié dans les correspondances de prima donna hystérique se prenant de plus en plus pour le Christ. L'interaction successive entre les choix en politique intérieure et en politique internationale modifia le contexte. En 1947, l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS s'intensifia progressivement, provoquant de très fortes pressions qui obligèrent à faire des choix de coalition très nets. D'ailleurs, les différents chemins suivis par les deux partis socialistes des pays où les communistes étaient les plus forts sont caractéristiques. En France, le premier gouvernement sans le PCF fut dirigé par le socialiste Ramadier qui décida de bénéficier des aides du plan Marshall et accepta le conflit avec le PCF. Bien que les rapports entre Ramadier et Guy Mollet ne fussent pas particulièrement harmonieux, le secrétaire de la SFIO prit acte de la nouvelle situation, fit face à la rupture syndicale avec le PCF, arriva même à dissoudre l'organisation de la jeunesse non alignée sur l'anticommunisme, et pour finir, reporta le Congrès sur une ligne plus modérée. Le PSI de Nenni choisit la direction opposée. Il se rangea dans l'opposition avec le PCI et au sujet du plan Marshall. Il adopta une position très ambiguë qui le conduirait les mois suivants à son refus total, en accusant le gouvernement de Gasperi d'asservir l'économie italienne aux intérêts des monopoles américains. En revanche, Nenni s'allia à l'URSS, convaincu qu'il n'était pas possible de rester à équidistance entre Moscou, capitale de la Révolution, et Washington, capitale de l'impérialisme occidental. J'ai cru à la Troisième Guerre mondiale, aurait-il confié 10 plus tard à Commun, le vice-secrétaire de la SFIO, et j'ai cru à la victoire de l'Union soviétique. Et par conséquent il ajoutait « J'ai cru qu'il était de l'intérêt du prolétariat italien d'inscrire l'action des socialistes dans ce processus. » Ce qui a motivé ce choix, c'est une évaluation précise des dynamiques en place et des rapports de force. J'ai pensé que les problèmes intérieurs de chaque pays seraient résolus par l'intervention étrangère, et dans ce contexte, nous avons choisi le côté qui représentait les intérêts de la classe ouvrière contre les intérêts des capitalistes. Dans l'intervalle à Londres, Attlee et Bevin confirmèrent la Special Relationship avec les États-Unis. Et en septembre, quand Moscou prit l'initiative de fonder le Commun Forum pour coordonner et guider les partis communistes, la réaction de Transport House fut très ferme et décidée. C'est dans ce climat brûlant qu'en novembre 1947 se tint à Anvers la nouvelle réunion des partis socialistes qui décidèrent un changement d'organisation en transformant le silo en un nouvel organisme, le COMISCO, Committee of the International Socialist Conference. Plus qu'une réaction au Commun Forum, comme on l'a souvent soutenu, la création du nouveau modèle organisationnel fut un compromis entre le choix du labour d'une organisation légère et la préférence de la SFIO pour des règles d'adhésion plus contraignantes. Sur le plan politique, l'un des problèmes les plus épineux était encore le cas de l'Italie, parce que les délégués trouvèrent une lettre de Saragat qui demandait l'admission du PSLI. Suite à la médiation de la SFIO et du labour, ils décidèrent donc d'écarter à nouveau la question. L'éloignement du PSI de la famille des socialistes européens fut donc progressif et se déroula par accumulation graduelle. En janvier 1948, le Congrès socialiste fut suivi avec grande attention par les observateurs étrangers. Au grand désappointement des travaillistes, la proposition de Nenni, de se présenter aux élections imminentes sur des listes de Front populaire communes avec le PCI fut approuvée par le Congrès à une large majorité. Les derniers espoirs des milieux internationaux reposaient sur la présence à l'intérieur du PSI de dirigeants modérés, qui maintenant quittaient progressivement le parti. Pour finir, le coup d'État à Prague fin février 1948 fut l'événement qui détermina le changement de direction définitif. Le rôle joué par les socialistes de Zdeněk-Fierlinger, qui avaient participé à la prise de pouvoir par les communistes de Gottwald, fut particulièrement inquiétant. L'impact sur les socialistes européens fut très fort parce que les événements de Prague furent la confirmation de la crainte que tout type de dialogue avec les communistes était impossible. La condamnation fut donc quasi unanime, mais avec une exception notable, le PSI. La presse du parti italien présenta les choix du gouvernement de Prague comme un simple rapprochement qui excluait les forces réactionnaires,
et Nenni envoya même un télégramme de félicitations aux camarades socialistes fierlingais. Il n'est pas difficile d'imaginer les comparaisons qui étaient faites dans les milieux socialistes européens, entre le rôle joué par le socialiste tchécoslovaque et celui que Nenni aurait pu jouer en Italie en cas de victoire du Front populaire. Par conséquent, à la mi-mars, Denis Hillet et Morgan Phillips se rendirent à Rome et eurent avec Morandi, Basso et Vecchietti du PSI un entretien très dur, prélude de l'affrontement qui eut lieu quelques jours plus tard, lorsque les représentants du PSI abandonnèrent de façon polémique la réunion du COMISCO à Londres où l'on était en train d'approuver une résolution condamnant le coup de Prague. La rupture était consommée. Dès le 5 mars, dans un mémorandum au titre significatif « The Threat to Western Civilization », Bevin avait soutenu « Nous devrons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider le gouvernement parlementaire en Italie. » C'est pourquoi le Parti travailliste prit la décision de changer de partenaire en Italie et d'offrir son soutien au PSLI de Saragat. La campagne électorale de 1948 se déroula dans un climat d'opposition frontale. Les États-Unis soutinrent ouvertement l'ADC de Gasperi qui obtint une écrasante victoire avec 48,5% des voix, contre les 31% du Front populaire. Quelques mois plus tard, l'unité syndicale se rompit aussi. Seuls les socialistes du PSI restèrent dans la CGIL avec le PCI, alors que les autres groupes entamèrent un processus qui les mènerait à la création de deux syndicats concurrents, la CISL et l'UIL. La défaite du Front et plus précisément, le résultat particulièrement mauvais du PSI incitèrent les groupes socialistes européens à espérer un changement complet de stratégie des socialistes italiens. En effet, lors du congrès extraordinaire de Gênes, pendant l'été 1948, on nota un changement au sommet avec Lombardi et Giacometti. Mais ce ne fut qu'une parenthèse. La gauche de Nenni, Morandi et Basso contre-attaqua rapidement et reconquit le parti au congrès de Florence en avril 1949, confirmant la ligne d'alliance avec le PCI. Le COMISCO abandonna alors toute hésitation. En mars 1949, partit de Londres un ultimatum qui fixait comme condition, pour rester dans l'organisation, la rupture du pacte d'unité d'action avec le PCI. Face au retour de Nenni au sommet et à la confirmation de l'alliance organique avec les communistes, en mai 1949 partit enfin le décret d'expulsion. Une page se tournait. Le PSI n'était plus membre de l'organisation internationale qui unissait les partis socialistes. Le gel de la guerre froide. En 1949, les caractéristiques de fond que les relations internationales et les systèmes politiques allaient conserver pendant des décennies avaient pris forme. Une des principales caractéristiques du système politique italien se trouvait à gauche avec la présence comme principal parti d'opposition non pas, comme dans la plus grande partie de l'Europe, d'un parti socialiste, mais d'un parti communiste fort qui, étant lié à l'URSS, était incompatible avec les alliances internationales du pays. Il en dérivait que la dynamique du système ne s'organisait pas autour de l'alternance droite-gauche, mais entre des forces considérées légitimes pour gouverner, guidées par l'ADC, et des forces considérées anti-système, à droite les néo-fascistes et à gauche le PCI. Ce n'était pas une particularité exclusivement italienne, car la France de la Quatrième République avait aussi une dynamique caractérisée par l'affrontement entre les forces de gouvernement, modérés, radicaux, MRP et SFIO, et les forces anti-système, les communistes et depuis 1951, les gaullistes, dont la participation au gouvernement était exclue à cause des positions de critique frontale de De Gaulle à l'encontre du système institutionnel. Une deuxième particularité compliquait le cas italien. Le Parti socialiste n'avait pas adhéré au bloc occidental et avait été expulsé de la famille des socialistes européens. Ainsi naissait en Italie ce qui avait été défini l'anomalie socialiste, développée à deux niveaux. Sur le plan national, le PSI était en position subalterne par rapport au PCI. Sur le plan international, le PSI adhérait au bloc soviétique, devenant ainsi lui aussi un parti anti-système et incompatible avec les alliances internationales du pays. Affronter cette double caractéristique allait être un des défis les plus importants du système politique italien pendant les décennies suivantes. Les choix de coalition internationale se définirent quelques semaines plus tard avec l'OTAN.
Le Parti travailliste et le COMISCO soutinrent la formation de l'alliance militaire. La SFIO y adhéra, participant au vote de ratification du 27 juillet 1949. Lorsque l'Italie, malgré les nombreuses réserves de l'Europe et des États-Unis, rejoignit le pacte atlantique, le PSI s'y opposa avec un discours très dur de Nenni à la Chambre. Pendant ce temps, avec l'expulsion du PSI, le COMISCO devait résoudre un nouveau problème. Qui devait représenter l'Italie lors des réunions internationales des socialistes ? La réponse était tout sauf évidente. Le socialisme italien était touché par un processus continu de décomposition et de recomposition des groupes. Après la victoire définitive de Nenni, un groupe de droite dirigé par Romita se sépara du PSI. Entre-temps au PSLI, le choix de voter en faveur de l'OTAN avait provoqué beaucoup de mécontentement dans le courant de gauche, guidé par Faravelli et Zagari. Pour finir, ces deux groupes s'unirent et fondèrent un autre parti, le PSU, Partito Socialista Unitario. Ainsi, les partis socialistes en Italie étaient désormais trois. Deux partis se battaient pour pouvoir adhérer au COMISCO, le PSLI et le PSU. Pouvaient-ils être admis tous les deux ? La réponse fut négative. Pendant ce temps, le COMISCO, pour éviter des controverses futures, avait adopté des règles très strictes. Chaque pays pouvait être représenté par un seul parti. L'adhésion comportait l'alignement total aux stratégies de politique internationale et au bloc occidental. Ainsi commença une négociation difficile qui impliqua les principaux partis européens, afin d'unir les deux partis. Une réunion fut organisée à ce sujet les 18 et 19 mars au cours de laquelle commença aussi à émerger de l'exaspération à l'encontre du personnalisme et des tactiques dilatoires qui ralentissaient l'unification, au point de pousser le délégué hollandais Vorenck à se plaindre que 2 jours avaient été gaspillés pour rien, et que l'union des différents groupes ne pouvait pas tomber toute seule du ciel. Pour finir, ce fut grâce à la médiation de Guy Mollet qu'on décida d'envoyer à Rome une délégation pour servir de médiateur entre les partis. De nouvelles et laborieuses négociations suivirent jusqu'à ce qu'en 1951 les deux partis s'unissent et fondent le Partito Socialista Democratico Italiano, PSDI, Parti socialiste démocrate italien, membre à part entière de l'Internationale. Entre-temps, la guerre de Corée avait éclaté depuis quelques mois. Elle avait ultérieurement accentué les logiques de division et d'opposition entre les blocs. Dans ce contexte, les pressions de nombreux partis socialistes pour réaliser une coordination plus étroite l'emportèrent sur les doutes des travaillistes. C'est ainsi qu'à la conférence de Francfort du 30 juin au 3 juillet 1951, fut finalement fondée l'Internationale socialiste, IS, qui prit la place du COMISCO. Lors de la conférence, le document qui servait à définir le cadre politico-idéologique de la nouvelle organisation fut approuvé, la Charte de Francfort. Tout le texte gravitait autour d'un principe de base, l'adhésion aux valeurs de la démocratie parlementaire et le projet du socialisme démocratique, perçu comme un processus de réforme dans l'ordre économique capitaliste. La ligne était tracée et les priorités avaient désormais été indiquées. La Charte de Francfort est un document très important parce qu'il fixa les limites à l'intérieur desquelles les partis de l'Internationale allaient agir pendant de nombreuses années, permettant ainsi d'identifier des causes communes et d'établir durablement les critères de l'affiliation. Le premier point consistait en un alignement total sur les logiques de la guerre froide et par là même, à ce que l'Internationale s'engage à défendre l'Occident. Par conséquent, malgré de rares références explicites et bien que des partis comme les partis suédois ou autrichiens aient défendu la neutralité de leur pays, de fait, l'Internationale soutenait les alliances militaires, en premier lieu l'OTAN étroitement liée aux États-Unis. Cette prise de position se reconnaissait bien évidemment dans la défense de la démocratie et de la paix, sans céder à une forme d'extrémisme atlantique et d'anticommunisme agressif qui, dans de nombreux milieux, caractérisa les premières années de la guerre froide. Dans tous les cas, c'était un choix très net, lourd de conséquences pour les développements successifs du cas italien. Chaque nouvelle demande d'adhésion ou même seulement de rapprochement à l'international impliquait l'adhésion au système d'alliance militaire et de sécurité de l'Occident. Le second point, conséquence directe du premier,
consistait en l'engagement des partis adhérents à combattre et à isoler le communisme dans leurs pays respectifs. Certes, les socialistes devaient aussi viser à guérir les injustices du capitalisme. Mais, dans le combat entre la démocratie et le totalitarisme communiste, l'Internationale n'avait aucune hésitation. Si les partis socialistes devaient agir pour éviter le capitalisme sans contrôle, uncontrolled, ils devaient surtout combattre la dictature et l'oppression que les régimes communistes instauraient dans leur pays, sous les dépouilles mensongères de la lutte pour l'égalité. Et enfin, un troisième point distinguait de façon plus évidente l'Internationale. L'importance accordée aux politiques sociales visant à stabiliser ces pays, des politiques mises en place en vue d'isoler et de combattre le communisme. Pendant la même période, à Washington, on travaillait au plan Cloven et de Magnétise, rebaptisé Clydesdale, grâce auquel on suggérait diverses mesures pour entraver l'expansion du communisme. C'est plus particulièrement dans des pays comme la France et l'Italie que l'on mit l'accent sur des mesures répressives telles que priver ces pays de leurs ressources financières, ou bien rendre illégal grand nombre de leurs actions. En revanche, les socialistes de l'Internationale insistaient sur le fait que la répression, en plus d'être insuffisante, risquait d'entraîner des effets négatifs. Il fallait au contraire s'efforcer d'augmenter la stabilité des systèmes sociaux, d'où dériverait aussi la stabilité des systèmes politiques, retirant ainsi aux communistes, disait-on, leurs espaces naturels de manœuvre. C'est une organisation anglo-centrique qui géra ces critères d'action. En effet, le Parti travailliste domina l'Internationale pendant de nombreuses années. Bien que le secrétaire général fût l'Autrichien Julius Brontal, le levier du pouvoir était dans les mains du président, Morgan Phillips, dirigeant du Parti travailliste qui avait déjà dirigé le COMISCO en 1948. De nombreux facteurs avaient déterminé la suprématie du Labour. Le poids international de la Grande-Bretagne qui, grâce aussi à sa relation spéciale avec les États-Unis, n'était pas rééquilibré par la France, le prestige dû à l'expérience du gouvernement Attlee, les ressources internes sur lesquelles le parti pouvait compter, sa puissante machine bureaucratique, et pour finir, l'investissement que le parti fit dans l'Internationale, par la participation constante de ses délégués et la direction efficace de Phillips. Ainsi, le Parti travailliste parvint à dominer l'Internationale depuis sa création, à part de brèves parenthèses, jusqu'au début des années 60. Pendant ces mêmes années, le PSI de Nenni et de Morandi continuait à restructurer son organisation, se dotant d'un appareil bureaucratique et de sections dans tout le territoire. Il fallait d'importantes ressources financières pour financer cette organisation. Les socialistes italiens parvinrent à les obtenir comme conséquence de leur choix du camp soviétique. Le PSI fut en effet inscrit dans les listes établies à Moscou pour les aides aux partis amis et put ainsi bénéficier de ressources stables. Une décision qui, efficace immédiatement, faisait peser une lourde hypothèque sur l'autonomie organisationnelle et politique du parti. L'alliance avec le PCI se consolida avec le pacte d'unité d'action. Il en découla des choix de politique étrangère très nets, l'éloge systématique de l'URSS et du bloc communiste, qui correspondait en miroir à la diabolisation des États-Unis et de l'impérialisme occidental, auquel le gouvernement italien était asservi. Ces positions isolaient complètement le PSI des autres partis socialistes européens. Mais cette situation n'était pas une source d'embarras. Au contraire, au début des années 50, la presse et les documents internes du PSI accusèrent à plusieurs reprises les partis socialistes européens et l'Internationale d'avoir trahi la lutte de classe et de s'être soumis aux intérêts du capitalisme américain. Par conséquent, dans les souvenirs d'un des membres de la direction comme Oreste Lizzadri, l'isolement devenait une source de fierté. Ayant rompu tout lien avec tous les autres partis socialistes de l'Internationale, le PSI était le seul parti socialiste en Europe à être resté sur le terrain classiste et unitaire. Il était seul dans l'opposition à l'Alliance Atlantique, seul dans la lutte contre les guerres coloniales et impérialistes, seul dans la défense des conquêtes révolutionnaires des peuples et des classes ouvrières d'Asie et d'Europe orientale. D'un autre côté, vers la moitié des années 50, l'Internationale se trouva dans une condition de réelle faiblesse. Son action s'inscrivait de fait dans le cadre des États européens qui avaient désormais perdu leur rôle de puissance mondiale,
et avait été intégré dans les sphères d'influence de l'affrontement bipolaire USA-URSS. Les rappels périodiques émis par les documents officiels pour la paix ne changeaient pas la réalité d'un alignement sur les positions des États-Unis. Par ailleurs, la situation fut aggravée par le retour à l'opposition des principaux partis membres. En 1951, le Parti travailliste d'Attlee, divisé en son sein par la défection de son aile gauche, guidé par Adoniram Bevan et comprenant Richard Crossman, Michael Foot, Barbara Castle, Harold Wilson, perdit les élections contre les conservateurs de Churchill. La même année en France, les élections marquaient... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.